Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Bourges. On est ravis de vous accueillir. Vous qui également allez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur le site internet du HTD Live Tour. Nous sommes dans notre 5e étape. Bienvenue à tous nos amis qui sont avec nous, qui nous suivent dans cette caravane du numérique où nous clôturerons cet événement. Ça sera demain à Orléans, place du Mar 3 pour la clôture générale donc de cette tournée. On vous invite bien sûr, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, de venir, pourquoi pas, nous rejoindre ici à Bourges ou de nous suivre, puisqu'il va y avoir pendant toute cet après-midi différents débats qui seront animés par Mélodie. Mélodie que je lui ai demandé de venir me rejoindre. Voilà, on sera en co-animation aujourd'hui ici sur le Carpodium de la région Centre-Val de Loire. Mélodie, bonjour. C'est vous qui allez avoir la lourde tâche cet après-midi d'animer 4 débats assez importants pour cette journée. Oui, alors donc bonjour à tous. Donc Mélodie Forest, donc je travaille à l'agence de développement économique DevOps Centre Val de Loire, en charge notamment des sujets de transition numérique. Et donc aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans la technique par rapport à ce qu'on a pu voir sur les précédentes sessions. On va parler logiciel libre, open source, souveraineté numérique, cybersécurité, formation. Donc on espère que ce sont des sujets qui vous intéresseront. Alors comme c'est moi qui ai l'habitude de présenter un petit peu cette... Non, mais je vais en profiter parce que vous êtes également organisateur avec la région Centre-Val de Loire de cet événement. Alors souvent on nous a posé la question, c'est quoi cette tournée HTD live numérique ? L'idée, c'est d'aller au cœur des territoires, de se rapprocher vraiment des bénéficiaires, que ce soit des étudiants, des entreprises et aussi de tout à chacun, pour vous montrer le savoir-faire qu'on peut avoir en matière de numérique en Centre-Val de Loire. Voilà, on va en apprendre bien sûr, on en apprend déjà beaucoup depuis nos 5 premières dates. Alors pour ceux qui vont venir nous retrouver ici sur le site, nous sommes installés place Étienne Delay ici à Bourges. Alors il y a la possibilité de faire des démonstrations. On a nos amis du CRIGE qui sont là avec des lunettes virtuelles. Nous avons sur cette date exceptionnelle le club extraordinaire. Alors moi je vous invite également à en profiter. Bel événement en région Centre-Val de Loire. Moi j'ai eu l'occasion de le tester ce matin, donc j'invite particulièrement. Je sais qu'il y a une grande tournée qui est organisée. Et puis nous avons notre concours Food Truck qui permet à des startups de se présenter. Ils sont 5 à se présenter ici à Bourges. Un seul sera retenu et gagnera l'étape comme les étapes précédentes. Et demain, nous aurons bien sûr une étape à Orléans et une clôture. Et il y aura un regroupement de l'ensemble des startups gagnantes pour élire la startup gagnante de ce tour live. En attendant, moi je vais vous laisser animer ce premier débat qui va nous emmener sur quel sujet ? Donc on va commencer avec la souveraineté numérique et le rôle de l'open source justement dans cette souveraineté numérique. Et donc pour ce faire, je demande à Nicolas Malin de Nereid, à Christophe Dubreuil du JPrecia et à Tristan Manzano de Data Security Network de nous rejoindre s'il vous plaît. Voilà, je vais vous laisser prendre place sur notre plateau du Carpodium de la région Centre-Val de Loire qui suit cette tournée HTD Live Tour. Et donc, je vous laisse avec Mélodie pour animer ce débat. Voilà, vous avez 35 minutes pour découvrir ces différents sujets. À tout à l'heure. Bon débat. Donc, je vous propose de prendre les micros, messieurs. Et donc on a la chance d'avoir des représentants de différents secteurs d'activité. Et je vous propose de commencer tout simplement par un petit tour de table. Nicolas ? Bonjour Nicolas, donc je suis collaborateur sur la SCOP Nereid à Tours, qui fait depuis 2005 de l'expertise autour d'un ERP Apache of Biz de la Fondation Apache. Bonjour, Christophe Dubreuil du JPrecia. Je suis chargé d'innovation auprès du JPrecia et on accompagne principalement les collectivités, mais tous nos membres de manière générale, dans la mise en place d'outils numériques. Et la culture du JPrecia est autour de logiciels libres, puisque nous proposons principalement, quand nous mettons les outils en œuvre, des outils à base de logiciels libres, le propriétaire restant vraiment à la marge quand on peut.
Et puis tu es aussi représentant de la Oui, DULAC. alors je suis aussi au CA, au bureau de la DULAC. Donc la DULAC, c'est l'association des utilisateurs de logiciels libres dans l'administration, qui porte des très très gros projets, qui assure la gouvernance de très gros projets libres. Pour n'en citer qu'un ou deux, au départ, il y a le parapheur électronique, des outils de gestion de délibération, des outils de transmission des tiers de télétransmission, des outils de ce genre. Voilà. Et donc Tristan. Bonjour, Tristan Manzano, je suis consultant en cybersécurité pour l'entreprise Security Data Network. Nous travaillons principalement dans la région, nous proposons des solutions de sécurité et la partie cybersécurité pour tout type d'entreprise. Voilà, on part de la partie la plus technique, on va dire, jusqu'à la partie gouvernance et RGPD. Merci. Donc j'ai une première question à vous poser. Déjà, c'est quoi l'open source? Qui veut se lancer? Vaste débat. Nicolas? Ou Tristan? Allez, Nicolas, et puis après Tristan, c'est pour compléter si vous avez des visions différentes. Alors, l'open source, en termes mot à mot, c'est juste accéder au code source d'un logiciel. Le logiciel, c'est son intelligence. Donc, c'est pouvoir montrer qu'est-ce que fait le logiciel. Après, on utilise open source, mais il y a une différence entre deux termes qui se présentent, c'est open source et logiciel libre. Le logiciel libre, lui, c'est un open source à la base, sauf qu'il respecte 4 libertés absolument fondamentales: le droit de copier, le droit de comprendre, le droit de modifier et le droit d'utiliser. Un logiciel open source nous donne juste accès au code. On ne sait pas si on a le droit de l'utiliser, si on a le droit de le copier ou si on a le droit de le comprendre. D'accord. Et du coup, un logiciel open source, si on veut avoir tous ces accès, ces autres accès, comment ça se passe? Il faut qu'il soit dans une licence autorisée par ceux qui l'ont créé, dite permissive, donc il en existe plusieurs, de nombreuses, qui respectent les 4 libertés. Et dans ce cas-là, ça devient un logiciel libre, donc exploitable complètement par n'importe qui souhaite pouvoir l'utiliser. Et la notion que je vais la rechercher, que j'ai perdue, parce que je parle depuis trop longtemps. Je vous laisse la main. Tristan, tu voulais rajouter quelque chose? Rajouter, non, pas spécialement. On a la même vision sur les choses. Hein. Effectivement, l'open source ne donne pas tous les droits. Effectivement, on a juste accès à la recette de fabrication de l'utilitaire, mais on n'a pas du tout accès à la partie, le droit de le modifier, de le revendre ou autre, bien sûr. Alors, je plains le public qui malheureusement est sous la pluie, donc j'espère que vous continuez à nous entendre quand même. Alors, donc, le sujet, c'est l'open source et la souveraineté numérique. Pour vous, qu'est-ce que l'open source peut apporter justement dans ces questions de souveraineté numérique? Et peut-être déjà, c'est quoi la souveraineté numérique? Peut-être, du coup, si Tristan, tu veux continuer? Oui, je peux continuer, il n'y a pas de souci. Pour moi, l'open source, en fait, est lié avec la souveraineté, tout simplement, parce que comme on a accès au code source, on sait exactement ce qui va se passer et ce que va faire l'utilitaire qu'on va utiliser. Aujourd'hui, si on utilise des solutions propriétaire, on n'a pas du tout la main sur l'outil, on sait visuellement qu'il effectue une action, mais en arrière-plan, peut-être qu'il effectue autre chose et on ne le sait pas. La souveraineté numérique, tout simplement, ça permet de pouvoir garantir que nos données, principalement, restent chez nous, on va dire principalement en France, si on parle de la souveraineté en France, mais pour être sûr que nos données ne partent pas à l'étranger, que nos données ne sont pas copiées, que nos données ne sont pas fournies à des tiers ou autres. Donc finalement, l'open source permet de pouvoir se rassurer en disant qu'effectivement on a la vision du code et on est capable de savoir ce qui se passe réellement. Christophe, souveraineté numérique pour les collectivités, ça a quel enjeu? Donc c'est un point qui est assez fondamental pour 2 raisons. La première, il y a tout un aspect de stockage de l'information. Une collectivité, quand elle travaille, elle va travailler sur des documents qui ont une valeur publique. On n'est pas sur le privé, voire sur l'entreprise. Donc on a été, du moins pendant un certain temps, considéré comme un trésor national. Tout travail fait par une collectivité est un trésor national. Et un trésor national, on ne le met pas entre n'importe quelle main. Il faut mettre en place des outils qui permettent de préserver ce trésor. Donc il est important de maîtriser l'intégralité de la chaîne de production du début à la fin et d'être capable de garantir que ce trésor n'est pas divulgué à l'étranger. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, sur une collectivité, on va travailler sur
des durées très longues. On va travailler sur des données qui doivent rester vivantes pendant 20, 30, 40, 50 ans, 100 ans ou à vie. Or, dans le numérique, on sait que tout est éphémère. Regardez certaines suites propriétaires qui ont été créées il y a 10 ans. Aujourd'hui, un fichier créé sous ces suites-là ne sont plus utilisables et plus personne n'est capable de les lire. Dans les collectivités, on a interdiction de partir dans ce genre de choses. Donc il est essentiel pour une collectivité de garder la maîtrise des informations et des données qu'elle traite, non seulement aujourd'hui, mais surtout des données qu'elle a traitées hier et des données qu'elle traitera demain. Donc cette souveraineté et d'être capable de non seulement faire les choix technologiques et d'en maîtriser l'évolution est fondamental pour les collectivités. Quand on parle d'open source, moi, en tant qu'utilisateur, ayant l'habitude de travailler, on va dire, avec des grandes licences bien connues du grand public, ça me fait un peu peur. Je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. J'imagine des petites sociétés qui ne sont pas forcément fiables. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pouvez me dire pour me rassurer? Alors là, je vais prendre sans problème. La structure des logiciels est souvent orientée au travers des communautés. Une communauté, c'est un rassemblement de personnes compétentes sur un domaine, puisque le logiciel n'est qu'intelligence. Donc des gens vont se rassembler pour pouvoir faire pousser de la connaissance et la laisser vraiment en partage total. Là, le rôle des fondations est primordial, notamment moi, faisant partie de la fondation Apache, donc il y en a d'autres. Est-ce que du coup, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que les fondations? La fondation, moi je vais parler de la fondation Apache, parce que c'est celle que je connais en tant que membre. La fondation Apache, c'est un rassemblement de développeurs, d'utilisateurs, de gens qui vont travailler sur les documentations, sur les sites. Tout ça pour pousser en fait l'utilisation d'un logiciel qui va avoir pour but de couvrir un domaine. Et étant libre, après on pourra en faire ce qu'on veut. Cette communauté va s'assurer de la qualité et de la vie de cette connaissance. Et donc le premier mot, un des premiers ordres de la fondation Apache, c'est Community over the Code. En gros, la qualité des gens qui vont faire partie de la communauté, c'est bien plus importante que le code, puisque c'est la qualité des gens qui vont faire partie de cette communauté qui va faire ressortir un code de qualité. Et c'est ce qui va permettre qu'il soit pérenne, compris par tout le monde, et évoluer dans le sens que la communauté avait prévu initialement. Après, que ça change ou pas, ça peut, puis en fonction des gens qui vont intervenir dans cette communauté et qui vont collectivement décider d'aller dans tel sens ou tel autre. Donc ce que j'entends et ce qui fait écho à ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est qu'il y a une notion de maintien, de pérennité dans le temps du service qui sera rendu par le logiciel. Et aussi, on évoquait des possibilités d'évolution peut-être plus faciles ou plus accessibles que ce que proposent les logiciels bien connus. En termes d'évolution, elle sera basée uniquement sur les besoins des gens sur le terrain. C'est-à-dire que moi qui suis intégrateur à Nereid, lorsque j'ai besoin de faire évoluer le projet sur lequel je suis, donc que la connaissance qu'il couvre n'est pas suffisante ou a besoin d'être améliorée en fonction de ce qui se fait aujourd'hui, je vais d'abord souvent discuter avec mes homologues sur la communauté pour déjà savoir si je ne sais pas une fausse bonne idée que j'ai, parce que ça arrive très souvent, et que je ne suis pas poussé par juste du marketing qui en fait casse une vision réelle du terrain. Et donc en fait, lorsqu'on va améliorer ce projet, lorsqu'on va améliorer la connaissance du projet sur lequel on est, elle va se faire à la fois par consentement de mes pairs sur la communauté et à la fois parce que moi j'avais un réel besoin d'évolution et pas juste parce que je voulais me faire plaisir. Oui, un petit complément qui me semble assez fondamental. On est dans le livre sur une notion qui se rapproche qui se rapproche beaucoup de la notion des communs. Un commun, c'est quoi? C'est j'ai un élément qui appartient à tout le monde, par exemple l'air. L'air, il appartient à tout le monde peut le partager. Ça, une fois que ça s'est dit, j'ai défini ce qu'était un bien commun. La différence entre le bien commun et un logiciel libre, c'est que le bien commun, tant qu'il n'y a pas de règles de construction du bien commun pour préserver l'air au niveau mondial, on aura tous le droit d'utiliser l'air tant qu'il ne sera pas pollué. Mais on n'aura aucune organisation qui se mettra en ordre pour garantir la qualité de l'air, la qualité de l'évolution et la vie du produit. Le logiciel libre, c'est pareil. Le code libre tout seul n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est le code libre plus la gouvernance. Et c'est bien au niveau de la gouvernance que le code libre prend tout son poids. La gouvernance n'est pas assurée par une société qui fabrique le code pour des actionnaires qui vont décider de l'avenir du code. Ils ne vont pas décider en fonction des bénéfices financiers
conférenciers qui vont tirer de l'évolution du code. Ils vont venir vers les instances de gouvernance qui vont définir tous ensemble ce que doit devenir le code et ce que doit faire demain l'outil. Et à partir de là, on va aller demander aux développeurs de développer telle ou telle fonction. Les évolutions peuvent remonter aussi des demandes d'évolution par les développeurs qui trouvent qu'il y a telle ou telle fonctionnalité, mais on est vraiment dans une gouvernance. Et la force du logiciel libre, au-delà de la liberté du code, et que tout le monde puisse l'approprier, le vérifier, le contrôler, le faire évoluer, c'est qu'on va se mettre tous ensemble autour d'une communauté pour piloter et faire vivre ce code. Moi, en tant qu'entreprise, si je finance des développements pour s'adapter à mon usage, j'ai peut-être pas envie que mon concurrent ou d'autres entreprises aient accès à tout ça. Comment, du coup, on gère les choses ? Si votre concurrent, vous voulez pas que le concurrent y ait accès, c'est que ce n'est pas un bien commun. Ça vous porte à vous, donc vous le gardez pour vous. C'est un logiciel libre. Et et là c'est le rôle des interfaces avec la communauté. Si vous estimez que ce que vous avez apporté n'a pas de plus-value pour vous en termes de spécificité de marché ou tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'économique, vous avez tout intérêt à le partager au bien commun. C'est le même principe que pour les routes, c'est le même principe que pour toutes les infrastructures. C'est donné aussi pour mieux recevoir derrière. Exactement. Et vu tout ce que vous recevez lorsque vous déployez un outil basé sur du libre, si tous les gens avaient eu la même calcul, autant aller dans le propriétaire parce que vous avez cette mentalité-là de vouloir juste acheter ce que les autres ont fait. Là, on est dans du partage et dans du partage pour que tout le monde avance dans le même chemin. Après, c'est juste un choix de philosophique à tenir. Tristan, quand on préparait cette table ronde, on a évoqué le côté sécuritaire lié justement à l'open source. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, vous, en tant qu'utilisateur du libre ou de l'open source ? Alors effectivement, je travaille sur des logiciels libres depuis 2006 maintenant. Et côté sécurité, on peut pas demander mieux finalement, parce qu'on a vraiment la main sur le code. Comme le disais tout à l'heure, effectivement, on peut récupérer, on peut copier un code, on peut le modifier pour soi. Si la communauté n'en veut pas, on peut l'adapter à chaque infrastructure. Côté sécurité, on est surtout capable de pouvoir modeler l'infrastructure comme on le désire pour pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise, mais aussi pour pouvoir répondre aux besoins de sécurité. Voilà. Donc ça peut être effectivement, si on parle de quelqu'un qui va protéger ou qui va défendre le propriétaire, ça peut être compliqué à gérer, à modifier, parce que peut-être qu'il n'a pas l'habitude. Mais aujourd'hui, pour ma part, nous on fait de l'infrastructure 100% libre open source, et on a une infrastructure qui fonctionne très très bien, qui est ultra stable. On travaille avec d'autres personnes qui font que de l'open source ou que du libre. Et aujourd'hui, on garantit effectivement d'avoir des données 100% souveraines. Et on est en sécurité, entre guillemets, parce qu'on est capable de modifier ou de modeler comme on veut l'infrastructure sans forcément aller rajouter une couche d'une solution propriétaire, plus une seconde d'une solution propriétaire qui ne pourrait pas être forcément compatible. Alors que l'open source, effectivement, on fait en sorte que tout soit compatible dans le temps. Que ça soit il y a 50 ans ou dans 50 ans, on va dire. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de patch de sécurité comme sur d'autres logiciels dans le libre ? Non, il y a des patchs. Alors, il y a des vulnérabilités aussi, bien sûr, qui sont découvertes. Tout système est vulnérable, mais il y a des patchs de sécurité qui sont, on va dire, des fois appliqués, plus rapidement, parce qu'effectivement, le code est facilement modifiable. Et s'il n'y a pas de patch de sécurité, ou si le patch de sécurité vient à poser problématique sur l'infrastructure en question, on peut le patcher, on va dire. Il y a différentes façons de patcher, et on pourrait le patcher d'une façon à ce que ça ne perturbe pas la production. Il n'y a pas de souci sur ça. Après, il y a des logiciels libres, effectivement, qui sont sur le marché depuis très peu de temps, entre guillemets, qui sont connus, qui sont peut-être effectivement mis en place ou développés par des communautés qui sont très peu connues ou très peu actifs, mais on a quand même des projets qui sont là depuis plusieurs dizaines, vingtaines d'années, voire plus, et aujourd'hui, c'est des solutions qui sont ultra stables. On peut voir tous les plus grands de l'informatique, du numérique aujourd'hui, on peut prendre tous les réseaux sociaux très connus, toutes les plateformes, très grandes plateformes, fonctionnent sur l'open source. Mais est-ce que c'est parce que justement ils ont des personnels en interne qui sont capables de gérer ? Parce que quand même, en tant qu'entreprise ou en tant qu'individu, si j'ai un choix à faire, je vais aller naturellement vers quelque chose que je connais, qui me paraît plus simple. Je dirais qu'en fait, le problème, il est aussi sur la formation. Aujourd'hui, les solutions, on va dire libres, on peut se former sans souci sur Internet. Encore une fois, les documentations sont très bien écrites. On a toujours quelqu'un pour pouvoir répondre à une question ou un besoin sur un forum ou autre, donc on arrivera toujours à trouver la réponse. Quand on prend une solution propriétaire, on est obligé d'appeler le support, on est obligé de
c'est-à-dire de faire tout un tas d'actions qui peuvent aussi fonctionner, il n'y a pas de souci, mais derrière, on ne peut pas garantir que nos données sont 100% sécurisées. Christophe, je t'ai coupé la parole. Je voulais réagir simplement effectivement sur le fait, même des GAFAM très très connus font du logiciel libre. Hein. C'est un des plus grands contributeurs du code libre, c'est entre autres Microsoft, il faut le savoir. Et c'est quoi ce paradoxe? Il n'y a pas de paradoxe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où du code est bon, il n'y a pas de raison que tout le monde s'en empare pas. Après, fermer du code pour le rendre propriétaire, c'est une autre problématique. Mais quand une chose est bonne, l'intégralité du code Apple aujourd'hui, c'est basé sur des codes open source. Il faut le savoir. Les cœurs des systèmes sont quasiment aujourd'hui open source dans 90-95% des cas. Après, le modèle et le business économique qui est fait derrière la clôture du code, c'est une autre problématique. Et on atteint là un autre point du logiciel libre qui est le modèle économique de l'ancien monde et du nouveau monde. Dans l'ancien monde, on était sur un financement du logiciel propriétaire par le biais de la licence, c'est-à-dire qu'on achetait un droit d'usage, on n'est jamais propriétaire d'un logiciel propriétaire, par définition, et on achetait un droit d'usage du logiciel. Le logiciel libre a complètement redistribué les cartes, puisque tout le monde peut avoir accès au code, à l'essence même du code. Donc la plus-value financière ne peut pas se faire sur la vente du code, donc se fait sur le service, sur la capacité des entreprises à proposer du service, de l'évolution et de la garantie de qualité de fonctionnement. Et on ne vend plus une licence, on ne vend plus une hypothétique évolution de fonctionnalité dans les 6 ans, on vend la capacité que chaque entreprise va avoir, petite ou grande, à adapter, à maintenir le code en état stable, fiable, avec des grands spécialistes, des très très grandes entreprises et des toutes petites. Et c'est ce monde-là qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas les gros qui aspirent les petits, qui écrasent les petits, c'est un monde de la place pour tout le monde. Aussi bien dans le paradoxe GAFAM, avec des GAFAM qui contribuent au logiciel libre, un peu contraint forcément, mais aussi avec des très grosses boîtes comme IBM qui sont extrêmement contributeurs parce qu'eux ont leur propre matériel et pour qu'ils fonctionnent avec du logiciel libre, puisque c'est la seule chose qui tourne aujourd'hui, eh bien, ils sont obligés de participer à ce monde-là, etc. Donc finalement, le monde de la confiance vers le logiciel libre, ce n'est pas tellement quelques petits éditeurs qui fabriquent le libre, c'est une communauté mondiale constituée de très gros et de très petits qui fait que le partage de ces choses-là fait la solidité du code. Je peux même appuyer encore plus, c'est un des buts de la Fondation Apache. C'est-à-dire qu'elle met en relation les entreprises, qui même des éditeurs, pour que les briques communes, globalement, ils ont quasiment aucune plus-value de vente là-dessus, participent à ce qu'elles soient stables, solides. Et pour revenir sur la sécurité, donc moi je fais partie de la sécurité du projet Apache of Biz. Je suis dans le secteur donc je reçois toutes les failles 0D. Notre premier objectif, c'est de s'assurer, de la viabilité des failles qui sont levées, parce que des fois, c'est tiré par les cheveux. 2, de s'assurer des impacts qu'il va y avoir. Et 3, d'apporter le correctif et d'alerter, effectivement, des potentielles exploitations qui peuvent être faites. Donc tout ça, c'est déjà rentré dans les communautés, sachant que les développeurs et les intégrateurs comme nous, qui ont accès au code et qui ont accès à cette connaissance, n'ont pas spécialement envie de se faire attaquer par quoi que ce soit. Donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc on se protège nous-mêmes, et en nous protégeant nous-mêmes, on protège automatiquement les autres. Donc le service de l'intelligence collective au profit de tout le monde. J'ai envie d'être pragmatique, très concret pour les gens qui nous écoutent. Voilà, moi je suis une entreprise, j'ai bien conscience qu'aujourd'hui ma data c'est ma valeur. Qu'il y a des enjeux de souveraineté, que je ne sais pas trop où mes données sont hébergées. J'ai peut-être eu un souci sur de l'hébergement de mes données il y a quelques temps. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux avoir comme démarche, qu'est-ce que je peux avoir comme réflexe pour voir le champ des possibles et puis pouvoir peut-être opérer cette transformation si je veux aller vers ces solutions open source. Ah, question complexe. Est-ce que vous êtes des convaincus? Comment vous prêchez? Moi, aujourd'hui, je prêche, on va dire, en parlant surtout sur la partie sécurité. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, nos données, c'est vraiment la plus-value de tout le monde. Et on ne peut pas se permettre de pouvoir de laisser des éditeurs en fait, copier nos données ou accéder à nos données, tout simplement parce qu'on paye une licence.
Encore une fois, hein, c'est ni plus ni moins comme, je dirais comme un loyer. En fait, on paye un loyer, mais c'est comme si on donnait le droit en fait aux propriétaires de regarder chez nous de temps en temps parce que voilà, c'est pas normal. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans les petites lignes, des conditions qu'on accepte tous en ayant défilé très très rapidement. C'est ça, que personne lit et que tout le monde accepte. Et puis à la fin, on se dit, finalement, si j'aurais su, ouais, mais c'est trop tard. Ça m'est arrivé il y a quelques temps sur Facebook, par exemple. Hein, moi, j'y suis pas, mais j'ai ma femme qui est dessus et elle me dit, oui, on a copié ma photo, ça a été modifié. On peut rien dire, c'est trop tard. En fait, la photo ne nous appartient plus, elle appartient à Facebook, ni plus ni moins. C'est le principe des réseaux sociaux, hein, c'est gratuit, mais bon, tout ce qu'on partage dessus, ça ne nous appartient plus. De toute façon, on a tendance à dire quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Exactement. Donc aujourd'hui, en fait, moi je reste côté sécurité aussi. Mais côté sécurité, en fait, on peut pas se permettre de donner notre vie privée ou notre vie professionnelle à tout le monde et que tout le monde ait le droit de regarder. Pour moi, c'est pas normal. Je vais rebondir sur si c'est gratuit, c'est toi le produit. Je suis complètement d'accord dans un monde économique fait par des GAFAM où la richesse même du GAFAM vient de l'exploitation de la donnée personnelle. Dans le cas du libre, point essentiel, le libre n'est pas gratuit, il est même très cher. Le libre est très cher. Au départ, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on dispose du code source qu'il n'y a pas énormément de temps humain passé à le créer, à le valoriser, à le partager. Donc le libre n'est pas gratuit, c'est faux. Par contre, le libre est mutualisable et multipliable, comme les petits pains. Et développer du libre pour un seul usage, c'est sympa parce qu'on développe le code, mais il n'y a pas d'économie d'échelle. Par contre, quand on commence, comme on le fait au niveau du JPrecia, à proposer des choses à plusieurs centaines, voire milliers de collectivités en mutualisant les développements de telle manière à ce qu'on ne paie qu'une seule fois le développement et qu'on n'ait pas une royalties à payer à chaque fois qu'on met une instance du produit en place dans une collectivité, fait des économies déjà sur l'intégralité des budgets des communes qui n'ont finalement qu'à payer l'essence du produit, c'est-à-dire la maintenance et le maintien en condition fonctionnelle du produit et non pas une hypothétique rémunération d'un actionnaire quelque part aux USA. Donc ça, c'est une première chose qui est importante. Et derrière, ce coût-là va diminuer de manière proportionnelle, effectivement, au nombre de clients. Et c'est cette maîtrise des coûts qui va faire que on n'aura pas d'utilisation indue des choses et on aura une stabilité, une fiabilité du code derrière qui est importante. Donc c'est une manière aussi de convaincre nos collectivités en leur disant ça ne va pas être gratuit du tout, ça va vous coûter des sous, mais ça va coûter des sous dans une cohérence, dans une vue qui permet tout le monde d'avancer dans le même sens, de partager, d'animer des communautés, de se former globalement pour que tout le monde puisse échanger, participer, connaître, savoir, etc., etc. Donc on est sur d'autres modèles économiques, d'autres manières de penser. Il faut sortir de la pensée dominante qui dit que le produit, la seule chose qui est valable, c'est le produit qu'on achète sur étagère. Il y a un autre monde qui existe, mais on ne peut pas le construire tout seul. On ne peut le construire qu'ensemble. Dans ce que j'entends, il y a quand même une notion de déconstruire nos modèles de pensée, nos habitudes. Est-ce que finalement, le libre, c'est quand même accessible à tout le monde ? Moi, je répondrais non. Puisque c'est un bel exemple, Facebook qui récupère vos données et puis, alors qu'il est gratuit. Le logiciel, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que le logiciel est gratuit, tu en fais ce que tu veux, mais par contre, tu ne touches pas à mes données. Le raisonnement est complètement à l'inverse. Du coup, il faut accepter que pour pouvoir exploiter un logiciel libre, il faut savoir ce qu'on a besoin. Il faut savoir analyser où est sa plus-value. Il faut savoir analyser ce qu'on a besoin de garder chez soi, pouvoir propager ça sur la communauté. Déjà, ça, c'est toute une culture. Moi, vu que ça fait 20 ans que je le fais, naturellement, je vais immédiatement raisonner comme ça. Mais quand on est dans des entreprises, ils nous délèguent rapidement ça parce que c'est pas leur intérêt. Ils voient l'intérêt de fond, mais concrètement, sur le flux de facturation, sur le flux de stock, ça les intéresse pas trop. Et c'est logique, puisque du coup, ils se délèguent. Par contre, c'est pas parce qu'ils délèguent que rien n'empêche chez eux de pouvoir le récupérer à tout moment et de se dire, finalement, à la fois mes flux dans mon entreprise, dans ma association, ou mes flux de données qui font vraiment ma structure, et la connaissance qui va les porter, donc le logiciel, j'ai envie de la prendre en main, j'ai envie de la comprendre et j'ai envie de savoir exactement ce que c'est, ils y ont accès. J'entends qu'il y a quand même tout un process un peu maïotique qui se met en place. Est-ce que ça vient de là aussi, le coût, dirais, intrinsèque du logiciel libre ? C'est ce temps qu'il faut passer à bien comprendre le métier, à bien analyser les façons de faire des gens ?
On va partir d'une société consumériste. La plupart du temps, on consomme du produit. Alors que là, il faut faire un peu une introspection de ses besoins, d'une analyse de soi avant de se lancer sur un logiciel exactement en se disant ça va répondre, ça va pas répondre. Vu que le logiciel va permettre de pouvoir se grandir réellement par rapport à ce qu'on va rencontrer sur le terrain, oui, ça demande du temps déjà de se connaître soi-même. Connais-toi toi-même, c'est même, ça pourrait être un adage du logiciel libre. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Pour moi c'est bon, non, je vous remercie. Oui, il y a un point qui, sur cette... j'ai oublié le fil. J'ai oublié le fil, j'ai oublié le début. Oui, il y a deux coûts en réalité. Il y a le coût d'utilisation au quotidien d'un logiciel libre. Une fois qu'un logiciel libre est installé et exploité, il n'y a plus de coûts particuliers. Il n'y a pas plus de coûts que sur le logiciel propriétaire. Le logiciel vit, avance, etc., etc. Là où il faut être très très attentif, c'est sur les coûts induits. C'est-à-dire que quand vous avez investi sur 2, 3, 4 ans, 10 ans de formation sur votre personnel pour faire du Word à tout le monde, passer sur du LibreOffice derrière, c'est pas parce que le produit est gratuit que ça va changer quoi que ce soit au coût du produit. Le coût des produits, ça va être l'accompagnement de l'intégralité des équipes au changement, reprendre les habitudes, apprendre à utiliser de nouveaux outils. Les outils sont identiques en termes de fonctionnalité. Il y a, à part quelques fonctionnalités à la marge, les deux produits font la même chose. Il y a des looks qui plaisent, qui ne plaisent pas, mais peu importe, le problème de fond, il n'est pas là. Par contre, quand on doit reprendre la formation et l'accompagnement des utilisateurs au quotidien qui ont leurs habitudes, c'est là où sont les vrais coûts des produits. Donc, ce n'est pas l'utilisation du produit en lui-même, c'est tout le milieu qui entoure le produit qui fait que le produit est cher ou pas. Mais on aurait exactement la même problématique sur un produit propriétaire en changeant de produit propriétaire entre un produit propriétaire et un autre. Et on rentre sur la grande technique finalement de maintien des produits propriétaires dans les entreprises, qui est que les gens ont tellement souffert pour acquérir leurs compétences qu'ils veulent garder ce monde-là inchangé parce qu'ils pensent qu'ils vont souffrir autant à changer de produit. Ouais. Et on est sur des clients captifs, non pas par la qualité du produit, mais par la difficulté qu'ont les gens à faire évoluer leur concept, leur fonctionnement, leur formation, etc. etc. Et c'est ça qui rend très très difficile la mise en place d'un projet libre de manière globale au niveau de l'entreprise, parce qu'il faut réimaginer les choses, prendre l'intégralité des coûts, et finalement le coût logiciel en tant que licence, je dirais pas qu'il est marginal, mais c'est pas le principal problème, c'est l'accompagnement, la formation. Il y a toute une conduite du changement à opérer, donc c'est relativement profond quand même comme démarche. J'ai envie de profiter du fait qu'on soit avec du public. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, ça n'a pas l'air. Écoutez, messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vos invités. Merci Mélodie pour ce premier débat. Alors exceptionnellement aujourd'hui ici à Bourges, nous allons enchaîner dans quelques petites minutes avec le deuxième débat, puisque je vous rappelle qu'aux alentours de 16h tout à l'heure nous aurons la présentation des startups pour notre concours Food Truck qui va réunir 5 présentations. Un seul ou une seule sera ce soir récompensée pour atteindre l'étape d'Orléans demain. Et on va parler cybersécurité dans quelques petites minutes avec vos invités. Ici sur les réseaux sociaux, sur les différents sites internet où vous pouvez nous retrouver, et directement ici où le public, malgré les quelques gouttes d'eau que nous avons eues, sont de sortie et viennent visiter ce village du numérique sur cette tournée en région Centre-Val de Loire. On se retrouve dans quelques petites minutes. Voilà, nous sommes de retour sur les réseaux sociaux, sur le site Internet de notre HCD Live Tour, mais également sur celui de la région Centre-Val de Loire. Voilà, nous sommes sur notre 5e date ici à Bourges. Je vous rappelle que cette grande finale se terminera demain où nous serons à Orléans, et c'est le président François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, qui clôturera bien sûr
toute cette belle caravane, ce beau village qui s'est promené pendant ces 6 dates. Alors, 6 dates où on peut venir découvrir de l'information, on peut venir se présenter également avec notre concours Food Truck qui est organisé. Nous avons sélectionné un candidat par étape. Il y en aura un tout à l'heure ici à Bourges, et puis il y aura une finale régionale demain, et après il y aura même une finale nationale. Mais ça, on aura bien sûr l'occasion d'y revenir et de vous en parler. Aujourd'hui, c'est Mélodie que nous avons comme présentatrice et à l'animation de nos débats. On va maintenant parler de cybersécurité, des métiers d'avenir qui n'attendent bien évidemment que vous qui allez nous regarder. Pour vous qui êtes également présents avec nous, eh bien, je vous laisse, Mélodie, avec vos invités sur votre plateau cet après-midi devant la cathédrale de Bourges. Et en profitant d'une petite éclaircie. Voilà, c'est ça, profitez-en bien, bon débat. Merci. Donc, comme vous l'avez peut-être suivi sur la précédente table ronde, on a évoqué la notion de conduite du changement, la notion de capacité aussi des équipes à se former aux différents outils logiciels. Et donc, je pense que c'est une bonne façon de faire la transition vers nos intervenants aujourd'hui. Donc, on accueille Pascal Berthomé, qui est directeur du département STI à l'INSA de Bourges, mais je laisserai se présenter un petit peu plus longuement tout à l'heure. Et Jean-Loup Lebars, formateur au CEFIM, qui est aussi une école que l'on peut avoir sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire. Pascal, je vous laisse peut-être la parole pour présenter l'INSA et puis ce que vous faites globalement en termes de formation numérique. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, je ne suis plus directeur de département, mais c'est pas grave. Excusez-moi, je ne l'avais pas mis à jour. Non, c'est pas dramatique. Donc, l'INSA, c'est une école d'ingénieurs en 5 ans, et donc on a différents départements. Donc, on a la chance d'être bicite entre Bourges et Blois, donc 2 étapes du Live Tour. Plus précisément, par rapport au numérique, on a un département donc sécurité et technologie informatique qui forme des ingénieurs donc en informatique spécialisés dans la partie sécurité informatique, donc qui va permettre différentes choses. Donc former des ingénieurs qui soient au niveau, qui vont être capables de protéger des systèmes d'information et qui vont être capables aussi éventuellement de donner des préconisations, d'analyser, de produire du logiciel qui soit sécurisé, enfin beaucoup de facettes du métier. Donc on a pas mal de choses, je pourrais venir plus en détail s'il y a des questions là-dessus. Vous intervenez aussi bien en formation initiale qu'en formation continue ou... Alors, principalement, c'est de la formation initiale, donc on a 2 versions. On a la version qu'on appelle FIS, formation initiale sous statut étudiant, qui est opérationnelle depuis 20 ans, donc 2002. Et depuis 2 ans, on a ouvert la section par apprentissage. On accueille des apprentis qui viennent un petit peu partout en France, et puis les entreprises sont partout en France, donc depuis Bourges jusqu'à l'autre bout de Toulouse. Donc voilà, nos apprentis sont répartis sur toute la France. Nos étudiants viennent de toute la France et repartent après. Voilà, on essaime ici comme ça. Donc, on aimerait éventuellement qu'il y en ait plus qui restent sur la région, mais c'est pas toujours facile. Effectivement. Jean-Loup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du CEFIM ? Oui, tout à fait. Donc, le CEFIM est une école qui est située à Tours et à Orléans. Nous avons 3 filières principales, une filière dans le domaine du web marketing, une dans le domaine du développement et une dans le domaine de l'infrastructure, où notamment à ce niveau-là, il y a de la cybersécurité. Nous avons d'autres filières concernant des domaines assez spécifiques, mais toujours liés au numérique. Et quelles que soient les filières, il y a pour la majorité des formations que nous faisons des certifications ministère du Travail qui sont passées par les étudiants que nous avons. Les étudiants sont soit des alternants, donc en effet ils travaillent en société, ils viennent passer quelques semaines à CEFIM entre des moments d'alternance en société, soit nous avons des étudiants qui ont à réaliser un stage selon les types de formations. Et les formations que nous faisons vont d'un niveau bac jusqu'à un niveau bac+5. Merci.
Du coup, moi je suis étudiant et on en a certainement qui sont sur le village. Comment je choisis mon école? Qu'est-ce qui va me faire aller plutôt vers l'INSA, vers le CEFIM ou vers l'ESTIAM que l'on a aujourd'hui aussi présent et d'autres, parce qu'il y a d'autres centres de formation et notamment sur des sujets de cybersécurité. Qu'est-ce que vous recommandez et qu'est-ce qui vous différencie les uns des autres? Par rapport à la présentation en tout cas qui a été faite, dans notre cas, on a certes des parcours, mais qui ne sont pas des parcours sur 2 ans, 3 ans. On a des filiations entre certaines formations, mais à tout moment, un étudiant peut tout à fait se dire, tiens, voilà, je vais faire 1 année de formation et je vais acquérir un diplôme. Voilà, on a des parcours qui sont faits, mais la personne n'est pas, comme pour les écoles d'ingénieurs, en fait, sur 3 années qui sont à faire. Donc de ce fait, au niveau des étudiants que nous avons, on a certes des étudiants, on va dire, jeunes, entre guillemets, qui viennent apprendre ou découvrir un métier dont ils peuvent avoir la passion, ou on les a conseillés de suivre cela. Mais nous avons aussi des personnes qui sont en reconversion et qui viennent aussi, quelquefois, découvrir un nouveau métier, et d'autres qui viennent actualiser leurs compétences. Voilà, de par le fait que certaines fois, quand on est en métier, notamment dans le domaine de l'informatique, on n'a pas l'occasion de pouvoir réaliser des veilles tout le temps. Et de ce fait, venir se former est quelquefois un bon moyen pour actualiser ses connaissances. Oui, j'ai l'impression que les métiers du numérique demandent, alors tous les métiers, mais en particulier sur du numérique, demandent à être formés régulièrement. Est-ce que ça, c'est une réalité ? C'est une réalité puisque le matériel, les logiciels et les techniques évoluent rapidement. Alors juste pour rebondir un petit peu sur ce qui se passe en région, il faut voir qu'à différents niveaux, on a des formations donc post-bac, BTS et DUT, donc en particulier au niveau de la cybersécurité. Il y a le DUT Réseau Télécom à Blois qui a une mention cybersécurité. Donc, on va dire que c'est vraiment à tous les niveaux qu'on obtient ces mentions-là. Et ça peut permettre des passerelles pour des gens qui n'auraient pas la fibre ingénieur, on va dire, classique, de réintégrer nos formations derrière. C'est-à-dire que voilà, on fait des passerelles, alors moins directes, moins volatiles, enfin plus longues en fait que ce que vous présentez, mais globalement, on arrive à permettre à des jeunes qui n'avaient pas forcément ce projet initialement d'arriver à être ingénieurs en cybersécurité à la fin. Donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir ces parcours-là qui sont moins linéaires et plus intéressants au final. L'INSA a une belle marque qui est bien connue, je pense, du grand public et des étudiants. Pour autant, comment est-ce que vous vendez le cursus cybersécurité? En quoi vous vous différenciez vraiment des autres écoles qui proposent ce type de formation? Alors, au niveau ingénieur, sur la région Centre-Val de Loire, je crois qu'on est la seule formation ingénieur où on a toute la spécialité cybersécurité. Alors, il y a d'autres écoles d'ingénieurs en informatique, mais elles n'offrent pas cette particularité. Donc, et au niveau du groupe INSA, on a aussi, parce que finalement c'est une grande famille, il n'y a que 2 départements qui sont étiquetés cybersécurité, donc le nôtre qui était initialement ici, et puis à Hauts-de-France qui a rejoint le groupe INSA il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on essaye justement de capitaliser sur ces 2 aspects de particularité de notre département et au sein du groupe, au sein de la région, et d'attirer les profils là-dessus. Là-dessus, on va... Alors, juste un point que peut-être ici, on va être reconnu par l'ANSSI sur le label SecNumEdu pour justement permettre une meilleure visibilité des gens de la région, parce que finalement, le plus difficile à convaincre, c'est les personnes en local. La cybersécurité, c'est quand même un sujet qui revient de plus en plus. Les pouvoirs publics s'en sont saisis. On en entend vraiment parler. En quoi c'est vraiment une opportunité pour nos jeunes et les moins jeunes de se former sur ce sujet-là? Est-ce que vous avez une idée sur le marché du travail qu'on peut avoir à la sortie, sur les opportunités d'évolution professionnelle aussi que ça peut apporter? Si je parle par rapport aux formations que nous faisons,
Beaucoup de nos étudiants travaillent dans ce domaine-là. Alors, ils ne font pas que ça. Ça peut être de façon directe ou de façon indirecte. Alors, l'un des points qui apparaît, c'est que c'est en effet un terme qui est excessivement séducteur. Après, il ne faut pas que les personnes se trompent et une mauvaise représentation de ce que c'est que la cybersécurité. Alors justement, qu'est-ce qu'on met derrière le terme cybersécurité? Qu'est-ce que vous leur apprenez? Alors, donc dans notre cas, alors, nous sommes soumis à des référentiels, de par le fait que ce sont des certifications professionnelles qu'ils passent. Donc il y a certes des compétences générales qui concernent de la gestion de projets, tournée cybersécurité, surtout dans le domaine de la défense, c'est-à-dire comment se prémunir par rapport à des attaques ou lorsqu'une attaque est arrivée, comment faire en sorte que on puisse réagir le plus rapidement possible. Donc il y a certes des aspects techniques qui apparaissent, mais il n'y a pas que ça, c'est ce qu'il faut voir. Et avant tout, on essaie de leur indiquer qu'il y a beaucoup de communication qu'il faut faire. Il faut pouvoir, entre guillemets, déjà déstresser les personnes avec qui on travaille, les personnes métiers, pouvoir débloquer des situations, parce que souvent les blocages, malencontreusement, vont amener quelquefois des pertes financières par rapport à une structure. Et puis aussi, bien identifier que lorsqu'on remet tout en ordre, de nouveau, le loup n'est pas dans la bergerie. Voilà, donc il y a ces différents points qui permettent de pas mal expliquer auprès de personnes, de pas mal démythifier ces différents métiers. Mais il n'y a pas que cela. Il faut aussi que les personnes aient une certaine appétence dans le domaine évidemment des infrastructures, donc c'est-à-dire factuellement des serveurs, avoir des éléments dans le domaine du réseau, bien comprendre évidemment de plus en plus les outils utilisés par les utilisateurs, notamment par rapport à du cloud. Voilà, je suppose que vous travaillez sur des systèmes avec des documents en ligne. Voilà, donc comment bien gérer ça, comment sensibiliser les utilisateurs sur les bonnes pratiques qu'il faut faire, et tout en respectant évidemment par rapport à ça, certes, les éléments législatifs qui peuvent apparaître, mais aussi les recommandations. Voilà, vous parliez de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui produit énormément de guides qui sont très très bien faits, qui a un site qui permet d'avoir des alertes concernant les différentes attaques qu'il peut y avoir. Donc on essaie de leur montrer véritablement tout cet aspect-là. Et que ce n'est pas quelqu'un qui reste simplement derrière un ordinateur à piloter ou à monitorer des éléments. Ça fait partie de son travail, il n'y a pas de souci, mais que derrière, il faut vraiment aller à la rencontre des utilisateurs et les sensibiliser le plus possible pour mettre en place des procédures qui soient les plus carrées, les plus correctes et qui permettent de bien se prémunir de tout incident ou accident qui peut arriver. Même philosophie côté INSA? Alors, même constat sur l'aspect technique, et j'ajouterai un aspect qui est important, qui a été évoqué sur l'aspect, on va dire, connaissance un peu juridique, connaissance du monde. Et en fait, ça ouvre aussi des pans moins techniques de métiers où les étudiants ont besoin de connaître cet aspect juridique, savoir comment on traite finalement comment on traite une crise. C'est de la gestion de crise de base, où il faut savoir comment on réagit, comment on communique au final vis-à-vis des partenaires, des extérieurs, etc. Pour justement, il y a ces problèmes, on peut parler de irréputation, de choses comme ça qui descendent très très vite du moment où on est attaqué, et savoir comment il faut réagir là-dessus. Donc ça, c'est des éléments. Alors, je dirais que nous, on aborde un petit peu, mais que des formations moins techniques pourraient s'en emparer, plus juridiques, qui pourraient vraiment s'en emparer avec beaucoup de métiers derrière. Est-ce que ça veut dire que derrière, c'est aussi une façon d'attirer des nouveaux publics vers ces formations du numérique, la cybersécurité? J'entends quand même un métier peut-être un peu... toujours technique, mais avec beaucoup plus d'interface et beaucoup plus de compétences, notamment en termes de communication. Est-ce que c'est une façon d'attirer des nouveaux profils vers vos formations? Oui, au niveau de la cybersécurité, il y a pas mal de nouveaux métiers qui peuvent apparaître. Par exemple, on parle de data sécurité. Donc, c'est-à-dire des personnes qui vont recevoir énormément de données. Ils ne sont pas obligatoirement techniciens. Ils n'ont pas à connaître le réseau. Ils ont juste à pouvoir comprendre les données qu'ils perçoivent et par rapport à ça, à pouvoir faire notamment des diffusions de communication pour expliquer, par exemple, s'il y a un investissement à faire au niveau d'une société pour qu'elle se sécurise beaucoup mieux, pouvoir identifier les différents incidents qu'il y a eu, les améliorations qui seraient à apporter. Donc, il est sûr que il faut quand même avoir, on va dire, une connaissance, ne serait-ce qu'au niveau de la compréhension d'un système. Parce que autrement, le risque, c'est qu'on soit un peu comme un singe savant et qu'on ne comprenne pas ce dont on parle. Peut-être que les décideurs le comprendront, mais malencontreusement, les techniciens derrière risquent de ne pas être tout à fait en adéquation avec ce qui sera dit. Après, il est sûr que pour des personnes qui ne veulent pas aller vers le domaine technique, la partie communication, comme vous l'indiquez, par rapport à des crises, est un facteur
assez important. Et souvent, il est sûr que dans les cursus informatiques, ce sont ces éléments, savoir s'adresser à un public, savoir adapter son discours, qui sont assez compliqués. Voilà, un ordinateur, ça fonctionne pas, on peut corriger, on est un peu plus en confiance. Voilà. Des êtres humains, quelquefois, on a du mal à identifier quels sont les leviers qui nous permettent de les convaincre par rapport à certaines choses. Donc, en effet, des publics peut-être moins avertis au niveau de l'aspect infrastructure et qui sont beaucoup plus à l'aise sur l'aspect communication, sur l'aspect sensibilisation, pourraient être très intéressants, comme dans la partie juridique. Voilà, des juristes spécialistes dans ce domaine-là, ça peut vraiment être un atout pour une société. Tout ce qui concerne la DPO, par exemple, c'est vraiment des aspects... La DPO, est-ce que pour les non-avertis, vous pouvez expliquer ce que c'est ? C'est la protection des données personnelles. Donc il faut il y a tout un aspect finalement juridique qui va impliquer où il y a des implications techniques, mais quelque part, il faut comprendre le juridique et comprendre un peu quelles sont les implications, les législations européennes, nationales, etc. Et comment derrière, comment transmettre aux techniciens ce qu'il faut arriver à traduire les réglementations d'un point de vue technique. Donc, quelque part, il faut des techniciens qui comprennent un peu le juridique et des juridiques qui comprennent la technique. Ça, c'est l'idéal quelque part. Et dans un environnement mouvant, puisque les technologies évoluent, les types d'attaques aussi, donc il faut, j'imagine, avoir une certaine curiosité pour accéder, pour être à l'aise dans ce type de formation. Disons qu'il faut surtout savoir prendre le temps, certaines fois, de se poser. De faire de la veille, de pouvoir aussi, c'est un peu comme des jeux d'échecs, on va analyser des parties faites par des grands joueurs et se dire, ok, tiens, je vais analyser une attaque qui a été réalisée et bien comprendre les tenants et les aboutissants. Voilà, ça fait partie véritablement des éléments qu'il faut avoir en tête. Et puis, l'autre point, il faut savoir être patient. Parce que c'est vraiment pas un métier où il faut agir. Enfin, on est quelquefois obligé d'agir de façon assez rapide, mais il faut quand même avoir en tête que ce que l'on met en place doit tenir dans le temps. Voilà, et ne doit pas avoir de répercussions, quelles qu'elles soient. Donc en effet, à ce niveau-là, ça fait partie des points de vigilance qu'il faut avoir. Et puis, souvent, c'est beaucoup de lecture. Aller au niveau de conférences, ça c'est excessivement important de pouvoir rencontrer d'autres personnes, avoir un réseau à proprement parler, parce qu'on ne peut dorénavant plus agir seul, mais quel que soit le domaine informatique. En fait. Donc on est vraiment sur des éléments où il faut pouvoir, en termes de communication, avoir des groupes auxquels on appartient, et puis selon les volontés que l'on a, pouvoir se spécialiser ou être généraliste, mais si possible, conserver une forme de dialogue, quelle que soit sa modalité. On a parlé du côté étudiant, des différentes qualités et je dirais de l'intérêt de ces types de formations, mais bon, on se forme pour avoir un métier, pour rentrer dans une entreprise ou pour créer son entreprise. Du coup, comment vous fonctionnez avec les entreprises ? Est-ce que vous avez des partenariats particuliers ? Est-ce que c'est facile de s'insérer dans le milieu professionnel quand on sort de vos formations ? Actuellement, en fait, il y a... Donc, nos apprentis sont déjà en entreprise, donc ça compte pas. Enfin, ça compte pas. Ça compte pas, mais il faut quand même les trouver, ces entreprises, a priori. C'est un challenge aussi important. Non, au niveau de nos étudiants, globalement, on a la chance d'avoir un domaine qui est en tension. Et donc, ils ont plus d'offres que d'étudiants. Et en général, ça se traduit... au niveau du stage ingénieur, qui est le stage de dernière année, qui est 6 mois, ils ont souvent une proposition d'embauche avant la fin. Donc ça, c'est très satisfaisant pour nous, formateurs. Et donc, personne ne reste sur le carreau à la fin de sa formation en général. Rarement. Alors, je ne vais pas dire que personne, c'est toujours pareil. Il y a ceux aussi qui veulent tout est dépendant quand même des compétences intrinsèques. Et... Voilà, on est d'accord. Mais globalement, on a des taux d'insertion qui sont excellents, et le temps de recherche d'une entreprise est on va dire, en moins négatif quelque part. Et du coup, sur quelle typologie d'entreprise pour donner envie à nos jeunes de venir dans vos formations ? Alors, principalement sur les ingénieurs, c'est sur des entreprises un peu spécialisées, donc ce qu'on appelle les ESN, ce qu'on appelait avant les SS2I, sur la partie cybersécurité, avec différents métiers. Donc c'est plus ou moins c'est pas forcément des grosses structures, mais c'est des structures qui sont
spécialisés dans le conseil informatique, éventuellement sur des choses. Alors, on a régulièrement, on a des étudiants qui sont pris, qui vont se retrouver dans des institutions étatiques comme l'ANSSI, comme le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, voilà, donc sur des choses très très spécialisées. Et puis voilà, on a toute une variété, un panel d'entreprises. Donc ça, majoritairement, en sortie, c'est ce type d'entreprise. Après, on a des entreprises où c'est plus petites, plus modestes, où ils vont arriver qui ne sont pas forcément dans le domaine informatique, mais ils vont être à la partie sécurisation du système d'information de l'entreprise. Donc ça, c'est un autre type de public qui est... Oui, dans notre cas, vous parlez de SN, en effet, il y a les structures publiques ou parapubliques qui sont assez intéressantes, les collectivités, les centres hospitaliers aussi. Et puis dans certains cas, alors comment dire, en effet, trouver une alternance n'est pas très compliqué parce que souvent le terme de cybersécurité est déjà compris par le milieu professionnel, même des personnes qui ne sont pas de ce métier. Et dans certains cas, nos étudiants travaillent dans des sociétés qui n'ont rien à voir avec le domaine informatique, mais qui travaillent avec l'informatique. Donc ils ont des données à caractère confidentiel, des éléments qu'il faut pouvoir protéger bien évidemment. Et ils ont eu cette conscience, soit parce qu'il y a déjà eu une attaque qui a été faite, et donc ils ont une indisponibilité de leur service, soit ce sont des personnes qui vont prendre le devant et qui savent qu'actuellement, on va dire, ce profil est encore intéressant. Et puis aussi, ce qu'il faut voir, c'est que ça fait partie des profils qui sont de plus en plus recherchés, donc qui vont coûter de plus en plus cher. Donc plus on les prend tôt, et plus évidemment, on peut aussi négocier ces aspects-là. Donc c'est vrai que j'entends que l'alternance, c'est quand même un schéma qui a l'air de bien fonctionner et qui est favorisé pour ce type de formation. Ou est-ce que vous avez des formations initiales, je dirais, relativement classiques ou des formations tout au long de la vie relativement classiques sans alternance? Non, l'alternance pour ça est très très intéressant parce que ça leur permet dans un milieu professionnel, avec souvent des moyens que nous ne pouvons pas mettre en place au niveau d'un centre de formation. Par exemple, lorsque nous avons des étudiants qui travaillent pour des grands groupes, qui ont 200 000 ordinateurs à gérer, à part faire des simulations, mais en aucun cas on ne peut avoir ça. Il en va de même par rapport à des éléments liés à la relation avec un utilisateur. On peut leur apprendre quelques éléments de langage, des outils de présentation, mais ça ne fera en rien le fait de devoir animer une réunion de sensibilisation, aller rencontrer une personne qui s'est peut-être fait pirater son compte et lui expliquer les bonnes pratiques qui sont à mettre. Donc l'alternance, c'est, à mon sens en tout cas, l'une des voies les plus sûres et peut-être les plus pertinentes pour apprendre ce type de métier. Alors, finalement, en ayant les deux formations par alternance et sous statut étudiant, on voit la maturité de nos apprentis par rapport aux étudiants classiques. Et, ils ont justement cette vision de l'entreprise qui est nettement supérieure et la relation, toutes les problématiques de gestion humaine qui sont classiques dans l'entreprise auxquelles les étudiants n'ont aucune notion avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Donc ça, c'est effectivement, ils ont ce recul, cette vision concrète, cette possibilité éventuellement d'avoir des vrais exemples, ce que peuvent nous reprocher nos étudiants, c'est-à-dire qu'on travaille en théorie, mais on n'a pas des vrais exemples à leur présenter. Là, ils sont confrontés, les apprentis sont confrontés à la réalité du terrain et des vrais problèmes qu'ils peuvent se rencontrer. L'INSA a aussi des compétences en matière de recherche. Est-ce que le fait d'avoir ce laboratoire et de belle renommée internationale est aussi un avantage pour vous et pour les étudiants de se former et d'apprendre vraiment sur ce métier? Alors, donc on a la chance de faire partie du LIFO, Laboratoire d'informatique fondamentale d'Orléans, et plus précisément sur le campus de Bourges, d'avoir une équipe dédiée à la sécurité informatique. Le directeur de laboratoire est là-bas. Oui, il faut en profiter parce que du coup, il est présent. Donc, s'il y a des étudiants qui sont intéressés, voilà, ne pas hésiter d'aller vous voir sur le stand. C'est ça. Et donc, en fait, dans l'enseignement supérieur, c'est un avantage d'avoir justement ce contact avec les chercheurs où on va ramener nos problématiques de recherche aux étudiants. Ça sera l'occasion de présenter le domaine, par exemple, de la sécurité des données personnelles, pour le cas de Benjamin, et d'apporter des éléments. Alors, ça peut avoir différentes formes, ça peut être des projets, ça peut être des cours de sensibilisation sur ces aspects-là, comment on a la partie anonymisation de données, les problématiques que ça peut poser, et puis
de notre côté, attirer des étudiants vers la recherche, leur expliquer un petit peu ce que c'est, et puis pourquoi pas au niveau de stage, et pourquoi pas au niveau de faire des thèses, et continuer avec nous là-dessus. Que toutes ces échanges-là profitent à tout le monde et permettent d'améliorer un petit peu le système global, on va dire. Donc j'entends un métier passionnant, évolutif, avec des cibles d'entreprises qui peuvent vous accueillir après, très diversifiées. On s'inscrit quand? Les rythmes, c'est quoi? Dans notre cas, pour le on s'inscrit quand, en fait, tout est sur notre site internet. Voilà, donc il y a juste à candidater, de par le fait qu'il y a tout de même un parcours à réaliser avant de pouvoir entrer en formation. Il faut pouvoir montrer patte blanche par rapport à des connaissances ou à des compétences déjà acquises, tout simplement. Et puis ensuite, j'ai oublié la deuxième partie de votre question, en fait. Vous disiez quand venir, et puis... J'avais un élément en tête et j'ai totalement oublié. Je vais vous laisser la parole pour la suite. Oui, voilà. Est-ce que c'est des formations qui sont sur des rythmes classiques, ou est-ce que, je dirais aussi, j'ai entendu le défi qui était lancé, par exemple. Est-ce que du coup, ça peut être aussi l'occasion de rentrer dans ces parcours à d'autres moments? Par rapport au rythme, alors on est sur des rythmes de rentrée, et certaines fois on ouvre des formations en début d'année, et après sur le rythme, donc dans notre cas, comme c'est des formations en alternance, donc il y a certes une partie en centre de formation qui est de l'ordre d'une semaine, en général c'est 3 semaines en société, voilà, et cela sur 12 mois. Au niveau de comment on rentre à l'INSA, il y a différents parcours, donc là pour cette année c'est un petit peu juste puisqu'on rentre par post-bac, Parcoursup. On rentre en 3e année après avoir fait des études de niveau, donc soit DUT, BTS. Là, on intègre directement le département. Et là, alors si on parle des rythmes, donc on a un rythme scolaire, on va dire classique, sur le statut étudiant, avec 2 grands stages, stage en 4e année où on va apprendre vraiment concrètement ce qui est le métier, enfin, on va être confronté à la réalité, donc ce qu'on appelle assistant ingénieur, et puis le stage ingénieur de 6 mois à la fin de la 5e année. Donc ça c'est pour le rythme étudiant. Le rythme apprenti, donc à partir de la 3e année, on a choisi des alternances longues puisque une partie de nos apprentis sont assez loin, et avec des périodes à l'INSA de 5 ou 6 semaines et des périodes en entreprise qui peuvent varier de 4 semaines plus courtes à 17 semaines ou 20 semaines en dernière année. Donc voilà, de l'expérience. Donc globalement, les apprentis, c'est 1 an de formation chez nous et pour 2 ans en entreprise. Merci messieurs. Juste pour rajouter, pour compléter, donc là vous avez effectivement 2 écoles avec des cursus un peu différents, donc qui pour s'adapter aussi aux besoins et à la fois des étudiants et à la fois des entreprises qui pourraient recruter. Il y en a d'autres sur le territoire, il y en a une autre qui est présente aussi sur les stands. Il y a toute une dynamique globale en matière de cybersécurité qui est mise en place à l'échelle régionale et notamment liée à la feuille de route cyber de la région. Avec la mise en place en ce moment d'un appel à projet Campus Cyber. Donc c'est vraiment des belles opportunités et une dynamique qui se construit à l'échelle de notre région. Et donc écoutez, on aura certainement l'occasion d'en reparler à d'autres événements. Merci en tout cas beaucoup messieurs pour cet apport. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mélodie, merci beaucoup à vos invités sur ce cybersécurité. On va vous retrouver un tout petit peu plus tard dans le courant de l'après-midi, ici même sur notre plateau, mais également sur les différents réseaux sociaux. En attendant, vous qui êtes avec nous ici à Bourges, dans ce village du numérique, le HTD Live Tour, on vous laisse faire un petit tour complet des différents stands d'information, d'animation qui vous sont présentés. Puis dans quelques instants, nous aurons notre concours Food Truck avec la présentation des 5 startups qui ont été sélectionnées pour se présenter à vous ici même pour Bourges. À tout de suite et bonne visite.
Voilà, nous sommes de retour sur notre plateau ici du village HTD Live Tour, le village numérique en région Centre-Val de Loire, avec des démonstrations, des ateliers, des conférences comme ce qui se passe actuellement et depuis ces 5 premières dates sur cette étape de Bourges. Vous qui nous suivez par les différents réseaux sociaux ou sur nos pages internet. Et puis Mélodie, qui vous présente aujourd'hui l'intégralité des débats. Et voilà, nous allons parler maintenant de cybersécurité, c'est ça ? Oui, on poursuit sur la cybersécurité. Est-ce qu'on est tous concernés par la cybersécurité ? Ah, je pense que... Je pense que oui. D'après ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, effectivement, ça nous concerne tous. Et on va voir avec nos experts ce qu'ils en pensent. Eh bien, on est tout oui, on vous écoute. Bon débat. Merci. Donc on retrouve Tristan Manzano. Donc pour ceux qui n'étaient pas là peut-être tout à l'heure, je vous laisserai vous présenter. Et puis Ramzi Keshaima, excuse-moi, Keshemia. Pardon, merci. d'Orol Solutions, qui sont deux entreprises qui sont labellisées cyber-experts. Donc pour nous parler de cybersécurité, et en particulier, je dirais, sur tous les publics qui sont aujourd'hui présents, que ce soit nous à titre individuel, dans nos entreprises, et puis aussi les collectivités. Donc on va essayer d'un petit peu de dresser le panorama, de voir aussi quels sont de manière très pragmatique, quels sont les gestes qui peuvent être mis en place pour limiter notre exposition aux cyberattaquants. Donc peut-être déjà un rapide tour de table pour présenter vos sociétés, et puis après on enchaîne. Ouais, Tristan, c'est reparti. Donc Tristan Manzano, consultant en cybersécurité pour l'entreprise Security Data Network. Security Data Network, donc effectivement, est labellisé expert cyber. Aujourd'hui, nous avons une entreprise donc, de cybersécurité et nous proposons, on va dire, différents services dans le domaine de la cyber à toutes les entreprises de toute taille, que ce soit, on va dire, audit, tout ce qui va être technique, donc audit technique, test d'intrusion, centre d'opération de sécurité, donc la partie SOC, la partie analyse forensique aussi, et puis donc la partie... premier gros mot, forensique, ça veut dire quoi ? Ah oui, je vais être là pour un peu démystifier. Je vais aider mon collègue un peu. Investigation numérique. D'accord. Donc en gros, il s'est passé un gros problème et on essaye de voir qu'est-ce qui s'est passé. Tout à fait, effectivement. Merci pour... tout à fait. Donc investigation numérique, donc c'est quand effectivement une entreprise se fait attaquer, quand il y a un malware qui s'est déployé sur un des postes ou sur l'infrastructure. Donc ça va être effectivement de faire une investigation, d'aller, on va dire, essayer de creuser un peu et de comprendre par où l'attaquant ou le malware est rentré et quel sera l'impact, comment... essayer de décortiquer un peu tout ça, pour faire très simple. Ok, merci. Ramzi ? Oui, alors moi je m'appelle Ramzi Keshemia, je suis le cofondateur de la société Orol Solutions. Notre société, elle est spécialisée dans le domaine de la cybersécurité, donc on accompagne les structures pour les conseiller sur cette partie-là. On intervient également sur une deuxième thématique qu'on appelle la data privacy. Donc voilà. Nous sommes également labellisés la protection des données, RGPD. Nous sommes également prestataires terrain de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et puis labellisé expert cyber. Donc vous intervenez tous les deux plutôt sur les entreprises, en amont et en aval des attaques, si j'entends bien ? Tout à fait, c'est ça. Pour autant, moi, j'aimerais qu'on parte peut-être de la base et de l'individu, parce qu'aujourd'hui, on a du grand public qui se pose peut-être des questions. Est-ce que moi, je peux être attaqué ? Mais encore avant ça, c'est quoi une cyberattaque ? On parle de quoi quand on parle de cybersécurité ? Ah, bon, comme vous voulez. Donc, une cyberattaque, pour faire très simple, ça va être donc une attaque informatique. Donc, on va dire... une attaque effectuée depuis Internet, donc le nom cyber. Donc le but, on va dire, de l'attaquant est donc en général financier, mais l'attaquant, ça peut être en général aussi tout le monde. Donc voilà, une cyberattaque, le but en fait, c'est vraiment de venir attaquer une structure et d'aller essayer, on va dire, de bloquer, entre guillemets, donc si on prend le principe des ransomware, de bloquer, on va dire, le système d'information pour demander une rançon, si on parle sur le principe des ransomware, ce qui est plus connu en ce moment. D'accord. Donc,
Est-ce que moi, en tant que citoyen lambda, je n'ai pas spécialement d'argent sur mon compte, est-ce que je peux être victime d'une cyberattaque? Alors, bien sûr, aujourd'hui, si on se réfère en tout cas à un vrai constat et on regarde un peu les statistiques, est-ce que, en tout cas, les informations et les remontées de cybermalveillance.gouv qui ont pu effectivement publier un rapport en 2021 où ils nous montrent qu'il y a eu 1,3 million de personnes, je parle de particuliers, de personnes qui ont demandé de l'assistance auprès de cybermalveillance.gouv. Donc pour ainsi dire, on voit bien qu'il y a beaucoup, pour ceux qui connaissent surtout cybermalveillance, donc il y en a quand même 1,3 million. Pour ceux qui ne connaissent pas malheureusement, ça veut dire qu'il y en a quand même pas mal de fraudes et on voit juste sur la partie particulier, en tout cas, il y a eu pas mal de cyberattaques. Alors ça se traduit par quel type d'attaque par exemple? Alors, sur la partie cyberattaque, ce qui a été un peu, selon les rapports en tout cas, ce qui a été un peu interpellant, c'est que lorsqu'on parle de, il le disait tout à l'heure Christian, on parlait de ransomware. Donc le ransomware, c'est un rançon logiciel. C'est en fait, en gros, c'est un logiciel qui va prendre en otage vos données. Et à un moment donné, ou en otage, c'est le hacker qui va prendre en otage et qui va vous demander une rançon pour pouvoir, en tout cas, pour que vous puissiez récupérer vos données. Et ce qui est frappant, c'est que selon des rapports, les particuliers, en tout cas, ils ont eu au moins 27% d'attaques type ransomware pour qu'ils puissent récupérer leurs photos, leurs images et tout. Donc aujourd'hui, que ce soit des entreprises ou des particuliers, on est tous confrontés à ces cyberattaques. Ce qu'on appelle en général des attaques de masse, effectivement, sur les particuliers. Donc, on va dire on a des attaques ciblées pour les entreprises, mais on a aussi, voilà, ce qu'il disait, effectivement, des personnes lambda qui se font avoir, donc des attaques au hasard. Vraiment, il n'y a rien de cible du tout. On est vraiment sur de l'attaque de masse et si ça passe, ça passe pas. Voilà. Et ça, comment on l'explique qu'à titre individuel, on soit aussi victime d'attaques? Est-ce que c'est par rapport à la nature des attaquants? Est-ce que c'est par rapport à la nature des typologies d'attaques qui sont menées et qui, je dirais, balayent tellement large qu'elles balayent aussi des particuliers? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, en fait, le numérique a énormément évolué. Il évolue tous les jours. Donc le numérique évolue, les attaques aussi, et les attaquants évoluent aussi. On est rarement sur le petit attaquant chez lui qui va essayer de faire une blague et de demander de l'argent. Donc le hacker avec sa capuche derrière son ordinateur, ça, un peu dans le noir, ça c'est pas vrai, c'est pas ça. C'était peut-être une image il y a plusieurs années, mais aujourd'hui on est plus sur on va dire un regroupement de personnes. Et voilà, on a vraiment comme une entreprise qui sont organisées. On a les développeurs de malware, on a les personnes qui vont négocier, on a les personnes qui vont essayer d'infecter d'autres machines. On a vraiment des organisations qui sont dédiées à ça. Et aujourd'hui, c'est pour ça que ça devient de plus en plus dur à les arrêter, parce qu'ils arrivent sur des malwares de plus en plus sophistiqués. On arrive sur des malwares qui sont aussi, on parlait tout à l'heure de libre et d'open source, mais qui sont aussi partagés sur les réseaux, sur le darknet. Donc c'est de plus en plus difficile. On a aussi des malwares qu'on peut acheter, déjà tout fait. Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait que ça devient de plus en plus compliqué d'aller, on va dire, détecter un comportement anormal sur une machine, parce qu'aujourd'hui, un malware essaye de prendre un comportement normal et ça devient de plus en plus difficile à détecter. Pour aller, en tout cas dans le sens de Christian, effectivement, aujourd'hui, on a plusieurs typologies de cybercriminels. On a ce qu'on appelle le hacker, l'attaquant. Sur cette partie-là, en tout cas, on a celui qui va saboter, mais on a le deuxième qui va, en tout cas, expérimenter. Tester quelles sont les limites, est-ce qu'il peut rentrer chez le voisin, est-ce qu'il peut craquer le mot de passe de l'ordinateur de sa copine, voilà. Donc ça, c'est l'expérimentation. Après, effectivement, je rejoins Christian, il y a les groupes cybercriminels. Le groupe cybercriminel, aujourd'hui, oui, ils sont bien organisés. Ils sont bien organisés pour une simple raison, c'est qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des access brokers. Donc c'est les personnes qui vont faire des tests d'intrusion en amont. Sous 48 heures, ils vont vendre les vulnérabilités de la société. Il va y avoir ce qu'on appelle les hébergeurs, les pare-balles, qui vont effectivement, pareil, qui vont héberger les serveurs. On va avoir ceux qui vont faire le groupe d'hameçonnage.
Donc ils vont fabriquer typiquement des attaques d'hameçonnage. On va avoir aussi ceux qui vont faire le braquage, donc les vrais hackers. Et on va avoir aussi type le groupe Egregor qui vont faire la publication si vous ne payez pas. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment un écosystème derrière où effectivement on se rend compte que c'est vraiment une organisation. Et pour finir, il y a ce qu'on appelle aussi les attaques étatiques, les APT. Voilà, sont entrés dans le technique. Donc tout ce qui est attaque étatique, où là effectivement il y a de l'espionnage et il y a du sabotage aussi. Et ça c'est des enjeux géopolitiques derrière. Ça, là on est sur des attaques, on va dire, bien plus abouties, bien plus poussées. Et on n'est pas sur juste l'attaque par hameçonnage ou l'attaque par ransomware. On est vraiment sur, effectivement, on a réellement une personne qui a pris le contrôle d'un ordinateur, qui essaye d'exfiltrer des données, qui essaye déjà de ne pas se faire repérer et d'avoir le plus d'informations pour pouvoir les revendre ou faire chanter l'entreprise par la suite. Mais là, c'est vraiment quelque chose de plus délicat. On rentre vraiment dans les attaques, qu'on n'y avait pas les plusieurs années. Assez poussé, effectivement. Donc aujourd'hui, en tant que particulier, j'entends qu'il y a quand même des facilités pour les cybercriminels de mettre en place ces attaques de masse. On va dire qu'ils lancent, c'est un peu comme la pêche à la nasse. On lance très large et puis on voit ce qu'on ramène en fonction des mauvais réflexes qu'on peut avoir en tant qu'usager, c'est bien ça ? C'est un peu ça, oui. Aujourd'hui, on a effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, les attaques de masse, on va lancer un filet très loin, puis on va voir ce qu'on peut ramener comme poisson. Et puis on a les attaques, effectivement, un peu plus discrètes, ou les APT, pour ne pas rentrer dans le détail, mais c'est ça. C'est ce qu'on appelle un peu la partie phishing, par exemple, où on va essayer de faire du phishing, ça passe ou ça passe pas. Alors, le phishing. Qu'est-ce que c'est ? Du hameçonnage, donc simplement, on va dire, pour faire très simple, pour vulgariser, ça va être de prendre l'apparence d'une... Si on part sur le phishing web, par exemple, de prendre l'apparence d'une page, donc de copier une page, qui va avoir le même aspect, ou le mail, le même aspect que on va dire, votre banque ou votre assurance, et on va dire effectivement il y a une anomalie sur votre compte en banque ou sur votre assurance, c'est qu'il faut aller tout de suite se connecter pour modifier des paramètres, et vous allez vous connecter, et en vous connectant, vous allez envoyer vos mots de passe donc, à la personne, à l'attaquant. Ça, c'est la partie, on va dire, la plus simple du phishing, on va dire, pour ne pas rentrer trop dans le détail. Et on a la partie spear phishing, donc on va dire le hameçonnage ciblé, où là en fait on va réellement cibler une personne, un partenaire, par exemple, pour une entreprise. On va aller essayer d'attaquer l'entreprise. On va commencer à collecter des informations sur comment fonctionne l'entreprise, comment il travaille, avec qui, et essayer d'attaquer ou de prendre l'image d'un des partenaires pour, par exemple, envoyer un mail à la compta, dire tiens, le virement il n'est pas passé, est-ce que tu peux me l'envoyer sur ce numéro de compte là, par exemple. Et la personne, si elle ne fait pas attention, elle peut se faire avoir. On peut aussi prendre l'adresse mail du PDG, puis envoyer un mail à n'importe qui, puis dire t'as pas fait ça, envoie-le tout de suite sur tel compte, et puis la personne dit c'est le PDG, il faut que je le fasse. Donc c'est vraiment ciblé. On est vraiment sur deux choses différentes. Mais la finalité est la même. C'est un peu ce qu'on appelle dans le jargon la fraude au président. C'est ce qui s'est passé l'année dernière avec un promoteur en immobilier en France assez important, où effectivement il s'est vu dérober 35 millions. C'était en 2021, donc l'année dernière. 35 millions, ça commence à causer, quoi. Et effectivement, l'attaquant ou le cybercriminel a pu mettre une pression psychologique au niveau de la compta. Donc il s'est fait passer pour le président, c'est pour ça qu'on appelle ça la fraude au président, et où effectivement il a fait un virement direct sur les comptes à l'étranger. J'ai l'impression qu'une des failles dans le système qui est très exploitée, c'est la faille humaine. C'est-à-dire que là, on était mis sous pression, on dit que c'est le président, donc il faut faire le virement, on n'a pas beaucoup de temps, donc, et du coup ça passe. Je reçois un mail où on a, qui semble vrai, a priori j'ai bien un compte chez tel prestataire. Bon, j'avais pas passé de commande, mais on me demande quand même un virement. Bon, ok, j'ai peut-être pas le temps, je vais le faire tout de suite, je vais cliquer et je vais me faire avoir. Je reçois un SMS d'un colis d'une grande enseigne. C'est peut-être mon mari qui a pris la commande, je vais cliquer quand même. C'est ça un peu le risque ? C'est un petit peu ça, effectivement. Alors aujourd'hui, il y a quand même, on a une faille humaine, effectivement, de ne pas savoir si c'est vrai ou pas. Aujourd'hui, on a aussi donc, tout un tas de solutions qui sont disponibles pour pouvoir vérifier la validité d'un lien ou d'un email ou d'une pièce jointe si c'est le côté professionnel. Après, personnellement, c'est quand même très compliqué parce qu'en général, si on se fait avoir sur un SMS ou même sur un appel, ça arrive aussi très souvent sur un appel qu'on se fasse appeler par une personne physiquement et ça peut être... on peut se faire avoir plus facilement en tant que particulier parce qu'on n'a pas, on va dire, les notions, on n'est peut-être pas formé pour, on ne fait pas forcément attention à ces petits détails au quotidien et... des fois ça joue sur le côté professionnel et des fois on va ouvrir un mail, on va cliquer sur un lien, on va ouvrir une page web et on peut se faire avoir assez facilement, oui. Mais après, ça empêche que c'est
une partie effectivement des vulnérabilités, mais il y a aussi les vulnérabilités système qui, eux, rentrent en compte aussi. Donc juste pour finir du coup sur cette partie un peu humaine, c'est quoi les conseils que vous pourriez donner à tout à chacun dans l'Assemblée en matière de vigilance? De pas cliquer? De pas cliquer, alors oui et non, surtout de réfléchir avant de cliquer. Comme on disait tout à l'heure, si on a reçu un colis, avant de cliquer sur un lien, peut-être demander à sa famille si on a bien commandé quelque chose. Je dirais, nous, en tant qu'experts, on pourrait regarder si le lien est valide ou pas sans se faire avoir, parce qu'on a les techniques aussi. Mais pour quelqu'un de lambda, ça peut être plus compliqué. Donc je dirais qu'effectivement, réfléchir un petit peu avant de cliquer n'importe où, ou avant d'ouvrir une page web, avant de lire un email, de télécharger une pièce jointe, même si c'est sur le téléphone, parce qu'on peut aussi se faire avoir sur le téléphone. Hein. On peut se faire pirater sur le téléphone par le biais du phishing ou d'une simple pièce jointe aussi. Donc faire attention effectivement à ces petits détails. Alors pour sensibiliser en tout cas et essayer d'amener les gens, parce que l'idée c'est pas de les convaincre, mais de les amener à réfléchir, à se poser les bonnes questions. Moi j'aime bien en tout cas rappeler une citation de Robert Mueller, c'est l'ancien président, en tout cas l'ancien patron de FBI, donc c'est il y a 10 ans de ça, il a choqué tout le monde en 2012, où il disait qu'il y avait 2 types d'organisations, celles qui ont été piratées et celles qui vont être malheureusement piratées. Donc ça déjà, sur cette partie-là déjà, il n'y a plus de discussion aujourd'hui, il n'y a pas de si, mais c'est quand arrivera, donc on est obligé de faire attention, donc il y a une hygiène informatique à appliquer, il y a des gestes à faire, en tout cas à appliquer dans les structures, ou que ce soit personnel ou professionnel. Et puis dans les structures, moi je dirais, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'impliquer tout le monde et de mettre en place une culture cyber. Voilà. Donc je crois que le proverbe, il dit il vaut mieux prévenir que guérir. Donc je pense que malheureusement, on peut aujourd'hui prévenir. Ça, c'est impératif. Par contre, guérir, malheureusement, dans certains cas, on ne peut pas le faire. Oui, je reprendrai justement les mots de notre délégué régional de l'ANSSI qui nous expliquait que dans 70% des cas d'une attaque menée à terme, les entreprises ne s'en remettaient pas au bout d'un an. Qu'est-ce qui explique un peu ce chiffre ? Parce que derrière une attaque, qu'est-ce qu'il y a comme conséquences très concrètes pour une entreprise qui se fait attaquer? Alors, moi, je dirais qu'effectivement, déjà, on a le côté financier, où l'attaquant déjà demande de l'argent. Il y a aussi une pression, comme on le disait tout à l'heure, qui est aussi très importante. Hein. Des fois, psychologiquement, ça peut être très dur de dire qu'on s'est fait avoir et qu'on doit donner de l'argent. On a aussi l'image de marque, hein, l'image de la société. Savoir que une entreprise s'est fait attaquer, on va peut-être aller voir le concurrent, parce que s'il s'est fait attaquer, où sont mes données ? Parce que voilà, si aujourd'hui on va dans l'entreprise, on fournit des informations personnelles à l'entreprise, si elle se fait attaquer, les informations peuvent être revendues ou autres, donc où sont nos données? Donc on a beaucoup de vecteurs qui font que ça peut être compliqué de se relever dans certains cas, effectivement. Aujourd'hui, donc on a parlé de rançon. Moi, ce que j'entends, c'est surtout ne payez pas la rançon. Parce que derrière, ce sont des groupes criminels qui vous disent qu'effectivement, ils vont vous donner la clé pour décrypter le code, qui vous dit qu'ils ne sont pas encore dans votre système d'information et que du coup, ils ne vont pas vous réattaquer, vous redemander encore de l'argent. Est-ce que ça, c'est une réalité? Alors, juste quelques chiffres avant de parler de ransomware ou de ranç logiciel. Selon l'ANSSI, en 2021, il y a eu une hausse de plus de 255% de ransomware. Et donc c'est pour ainsi dire qu'aujourd'hui, les attaques ransomware, c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant. Tout à fait. Et sur ce type d'attaque, on sait très bien que 52% à peu près des sociétés ne récupèrent pas leurs données. Et 19% en tout cas arrivent à bien gérer la situation lorsqu'ils ont mis en place par exemple des sauvegardes, ce qu'on appelle aussi des PCA, des PRA, des plans de reprise d'activité, voilà. Et donc effectivement aujourd'hui, oui, il y a des process à mettre en place dans les structures, hein, notamment avec des référentiels qui existent sur l'ANSSI. Mais après on peut revenir dessus, hein, sur ce qu'on peut mettre en place dans les structures. Mais ça c'est quelque chose aujourd'hui où on sait très bien que 52% peuvent récupérer leurs données et le reste,
Et quand on sait qu'aujourd'hui, la donnée, c'est quand même le cœur de l'entreprise, c'est toute sa valeur, enfin une bonne partie de sa valeur, c'est vrai que c'est phénoménal quand même comme statistique. Ça fait un peu peur. Pour autant, on va pas laisser démunis les gens qui sont dans le public et qui nous suivent en ligne. Du coup, concrètement, comment je fais pour me protéger, moi, entrepreneur qui veut pouvoir continuer tranquillement mon activité, continuer à pouvoir payer mes salariés, etc. Alors moi je dirais qu'effectivement, pour éviter ce genre de problématique, plutôt que de payer une rançon à plusieurs milliers ou millions d'euros, vaut mieux mettre en place des solutions de sécurité et être accompagné par un expert. Aujourd'hui, on ne peut pas tout savoir, effectivement. Donc, on peut proposer des solutions qui vont permettre, effectivement, encore une fois, le PCA, PRA, par exemple, pour parler, ou de la sauvegarde de données, qui vont permettre de dire si on se fait attaquer, on peut repartir rapidement sans avoir trop de dégâts. On a effectivement des groupes de hackers, de pirates, qui vont effectivement fournir une clé de déchiffrement de fichiers si on paye, mais c'est pas garanti à 100%. C'est pas garanti non plus que si on paye et que tout est déchiffré, qu'ils reviennent ou qu'il se passe le mot. Donc aujourd'hui, effectivement, moi je conseille aussi de ne pas payer, ou si on doit payer, de payer pour quelque chose qui peut effectivement nous sauver. Donc effectivement de la sauvegarde, PCA, PRA, ou des audits, ou tout ce qui va aller avec. Encore une image pour essayer de bien faire comprendre les choses. J'ai l'impression qu'une cyberattaque, c'est un peu comme si on a un incendie chez soi et si on n'avait pas mis les extincteurs, les sprinklers, et si on n'était pas assuré, ça serait difficile de repartir et de recommencer notre activité. Est-ce que c'est ça l'image un peu qu'il est important de comprendre ? L'image de l'assurance, c'est plutôt intéressante parce que l'image d'assurance, si on prend le cas d'une assurance voiture qu'on paye tous les mois, si pendant 2 ans on n'a jamais eu de problème, on ne paiera pas. Enfin, on va dire qu'on paye pour rien. Contre, le jour où on est en panne, on est content d'avoir l'assurance qui nous prête une voiture, qui vient chercher une voiture, qui nous dépanne, on va dire, vraiment de A à Z. Je dirais qu'on a quand même l'accompagnement de l'assurance qui est intéressant. Pour la partie cybersécurité, le fait d'être accompagné aussi par un expert, effectivement, on peut penser au premier abord qu'on va payer pour rien, alors que non, pas du tout. On paye pour quelque chose, effectivement, peut-être qu'eux ne verront pas, qui sera peut-être pas forcément visible tout de suite, mais sur du long terme, ça sera toujours plus intéressant. Alors, juste petit conseil à un autre niveau en tant qu'expert, il faut faire vachement attention lorsque on prend une assurance cyber, en tout cas de ne pas la mettre numériquement parce qu'aujourd'hui, ouais, c'est vrai, aujourd'hui les hackers arrivent à négocier, à savoir quel montant on peut nous rembourser. Donc l'idée, effectivement, c'est ce qu'on conseille nos clients, c'est de l'imprimer ou de pas le mettre, de l'avoir en papier, mais de ne pas le mettre numériquement ou de l'isoler complètement du réseau. Pas de PDF dans un dossier ou autre, absolument pas. Tout à fait. Ça, c'est aussi une image que j'ai appris en suivant notamment le cursus proposé par l'ANSSI sur la cybersécurité. C'est que le papier, ça a du bon en matière cyber. Parce que quand on n'a plus accès à son système d'information, qu'on ne sait plus appeler sa banque, qu'on ne sait plus appeler son assureur, si on n'a pas des documents papier, on revient à des choses très très basiques. C'est un peu ça, ouais. La meilleure sécurité, je dirais, c'est de... Enfin, ça va être très très large ce que je dis, mais la meilleure sécurité, c'est de ne pas être du tout connecté, quoi. Ça serait d'avoir l'ordinateur pour pouvoir travailler, mais le fait d'être connecté, le fait d'être liés tous ensemble, on va dire de façon invisible, c'est vraiment ce qui nous met dans un confort d'insécurité aussi. Juste une petite boutade et aller dans le sens de Christian. Il y a Bill Gates, le fondateur Microsoft, qui avait dit à l'époque un ordinateur sécurisé, c'est un ordinateur éteint et encore. Exactement. Enfin, faut quand même pouvoir travailler parce qu'on a quand même besoin d'être connecté. L'ordinateur, les smartphones, les montres connectées, enfin tout ce qui est réellement connecté en fait aujourd'hui, tout est vulnérable. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on laisse en fait numériquement sur ces équipements. Donc il y a vraiment une prise de conscience qui est importante aussi bien à titre individuel qu'au titre des entreprises. C'est vrai aussi, j'imagine, pour les collectivités. Est-ce que ça vous arrive d'intervenir pour les collectivités ? Pour ma part, oui. Et du coup, parce qu'il y a quand même souvent l'image d'une institution, donc avec quand même des sachants, une organisation. Est-ce que derrière, il y a une difficulté particulière sur les collectivités ? Alors on a nos collègues du Gyprétien qui du coup pourraient compléter le cas échéant. Alors je dirais que pour moi, il n'y a pas plus de difficultés en fait.
du moment qu'on connaît son métier et qu'on est capable de fournir, on va dire, la bonne information. Après, le but, pour nous, le but, en fait, ça va être surtout de fournir l'information et qu'elle soit comprise. Et bien sûr, qu'elle soit appliquée par la suite. Aujourd'hui, après la pluie, le vent. Aujourd'hui, on peut faire de la formation ou de la sensibilisation comme on veut si, au final, on ne fait pas forcément attention à tout ça. Je pense qu'il faut, pour moi, il faut arriver à mettre une image, comme le principe de l'assurance, par exemple, mais il faut arriver à mettre une image sur ce qu'on explique. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité, on va dire, informatique, c'est encore quelque chose de, malheureusement, on va dire assez incompris. On pense tout de suite à du hacking, au hacker avec sa capuche, ainsi de suite. Voilà, on est très loin de tout ça et je pense qu'il faut vraiment arriver à faire comprendre à tout le monde et que tout le monde arrive à réagir un petit peu. Alors comment on fait pour faire prendre conscience à nos salariés, aux dirigeants aussi, de l'importance d'anticiper, de se préparer et des failles qu'on peut avoir dans nos systèmes? On le dit bien, l'anticipation est la clé de la réussite. C'est ce qu'on dit. Il me semble qu'effectivement, la faille numéro 1 reste quand même l'humain. Et la sensibilisation, pour moi, c'est quelque chose de primordial dans une structure. Il faut mettre les moyens financiers, humains, pour accompagner les collaborateurs. Ça, c'est la première des choses. Mais après, il y a un truc qu'on voit souvent dans les sociétés, c'est assez marrant, c'est que les chefs d'entreprise, en général, ne souhaitent pas, en tout cas, être forcément sécurisés comme leurs collaborateurs. Et nous, on leur explique qu'il faut donner de l'exemplarité. On est des exemples pour les autres. Et lorsqu'on parle de sécurité informatique, on parle aussi de donner de l'exemple aux autres. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on peut tous, unis ensemble, faire avancer le système et en tout cas se prémunir contre ces cyberattaques. Du coup, moi j'avais entendu parler de tests d'intrusion, par exemple. Est-ce que ça peut être une solution concrète pour nos entrepreneurs, pour montrer à leurs salariés comment ça peut se passer en vrai et quelles sont les conséquences en vrai? Est-ce que ça, vous avez déjà mis en place dans des entreprises, par exemple? Alors, pour ma part, le test d'intrusion, c'est, on va dire, un test, on va dire, très technique. Les collaborateurs, en général, on va expliquer 2 minutes, on va tous les perdre. Alors concrètement, comment on fait? La sensibilisation, par exemple... Parce qu'on ne va pas être sensibilisé derrière un écran. Non, c'est triste. On peut faire, par exemple, donc, des campagnes de phishing, ce qu'on dit tout à l'heure, ce qui est aujourd'hui la première porte, d'expliquer comment fonctionne le phishing, quels sont les points d'attention, les points clés, on va dire, à faire attention quand on reçoit un SMS, un appel, un lien. Voilà, il y a plein de petites choses à faire avant de cliquer qui sont... quand on a l'habitude, deviennent très rapides et on ne fait même plus attention. Mais je pense qu'aujourd'hui, la partie test d'intrusion peut être intéressante sur la partie technique de l'infrastructure. Mais pour les collaborateurs eux-mêmes, je ne suis pas sûr que ça soit réellement très utile. Après, ça peut aider, mais je pense que faire de la sensibilisation au phishing et de la formation peut être plus intéressante directement. Je rejoins Christian sur cette partie. Les tests d'intrusion, effectivement, c'est vraiment une collaboration qu'on a avec le DSI ou le RSSI, donc le DSI, le directeur des systèmes d'information, ou le RSSI, le responsable, où effectivement on va amener à travailler en collaboration et à pousser les choses et chercher les vulnérabilités dans le système. Parce qu'on ne peut pas améliorer quelque chose si effectivement derrière on ne trouve pas sur quoi on doit travailler. Et ça, c'est le pentester qu'on appelle dans notre métier. Hein, c'est vraiment son métier. Après, oui, il peut y avoir plutôt un livrable, parce qu'on donne un livrable lorsqu'on fait un pentesting, on donne un livrable après l'audit. Et sur ce livrable, on peut donner une petite 2 pages, 3 pages, une explication globale pour le manager ou le dirigeant qui aime aussi avoir cette vision et comprendre est-ce qu'effectivement sa société, elle est aujourd'hui, est-ce qu'elle peut être cyberattaquée. Et donc ça c'est quelque chose d'important. Après, oui, effectivement, on revient toujours à la sensibilisation. C'est voilà, la formation, de l'accompagnement, de la sensibilisation, et puis mettre les moyens en interne. Je dirais, pour finir, que démontrer une attaque par le phishing de façon très concrète, même si effectivement les utilisateurs vont avoir du mal à comprendre le fonctionnement, mais d'expliquer que c'est très simple et qu'on peut contourner, on va dire, tout un tas de solutions de sécurité. Finalement, la seule solution de sécurité qui peut exister, ça va être principalement nous. Si on ne clique pas sur un exécutable ou un fichier, si on ne l'ouvre pas, on a quand même très peu de chances de se faire avoir, sauf si effectivement là on est sur une vulnérabilité système ou réseau, et là on est sur la partie pentesting, effectivement. Pour conclure, parce que je vois l'heure qui tourne. Alors, juste pour finir, avant de conclure, un cas concret, effectivement, pour sensibiliser, c'est que des fois,
on pense dans les structures, en mettant toutes les solutions ou les meilleures solutions de cybersécurité, on est protégé. Et ce qu'on fait, nous, dans les structures, c'est que on leur demande avec quel système ils sont sécurisés. Et on lance des ransomware. Et malheureusement, à 80%, le système, ou en tout cas la solution, ne le détecte pas. Voilà. Merci à vous. Si vous voulez, si l'assistance veut continuer les débats, vous êtes présents sur notre village, donc ça sera l'occasion de poursuivre les échanges. Juste peut-être rappeler que, vous l'avez dit en introduction, il y a un site qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr qui est plein de ressources très concrètes, aussi bien pour les particuliers que pour les entrepreneurs. Donc ne pas hésiter à y aller pour comprendre. Et puis en cas d'attaque aussi, pour se déclarer et pouvoir justement avoir les coordonnées d'un expert en la matière, et que prochainement on devrait avoir en région Centre-Val de Loire un outil dédié justement à la réponse à incident. Voilà. Faut bien sûr essayer d'y aller avant de se faire attaquer quand même. Le mieux, effectivement, c'est la prévention. Voilà, il faut essayer avant tout d'éviter de se faire attaquer pour éviter les différents problèmes. Ralentir l'attaquant surtout, parce que ne pas se faire pirater, c'est impossible, on ne peut pas sécuriser à 100%, mais ralentir le plus possible les attaquants pour, on va dire, essayer de les faire en sorte qu'ils se lassent, quoi. C'est l'histoire du chat et de la souris. Exactement. C'est bien ça. En tout cas, on a appris beaucoup de choses sur ce débat, ici, nous, à l'écoute, mais également sur les différents réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous deux d'être intervenus. Merci Mélodie. On aura un dernier débat qui aura lieu tout à l'heure également sur notre plateau d'intervention. Mais pour l'instant, vous qui êtes ici, du côté de l'hôtel de ville et de la cathédrale de Bourges, eh bien, nous allons avoir une présentation grâce à notre food truck qui va démarrer dans quelques minutes. Voilà, 5 startups vont tout simplement se présenter au cours d'un jury et des personnes qui sont avec nous ici dans ce village. Et puis nous aurons le résultat tout à l'heure. Ça sera Guillaume Crépin, notre conseiller régional en charge du numérique, qui viendra remettre le prix tout à l'heure. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur les différents sites internet. Et puis si vous êtes à côté de Bourges, vous nous avez regardé, venez nous voir. On est ici jusqu'aux alentours de 18h. Nous sommes place Étienne Dolé. On vous attend. À tout de suite.